Bonjour à tous, bienvenue sur le Figaro étudiant pour suivre ce nouvel épisode du Rendez-vous des prépas. Cette semaine, nous allons évoquer l'épreuve de géopolitique, parfois très redoutée par les étudiants. Notre invité aujourd'hui pour parler de ce sujet, c'est Frédéric Munier, qui est professeur de prépa au lycée Saint-Louis à Paris et qui est également membre du conseil d'administration de l'APHEC, l'association des professeurs de classes préparatoires économiques et commerciales. Bonjour à vous Frédéric et merci d'être avec nous. Bonjour Wally, écoutez, je suis ravi d'être avec vous et de pouvoir donner des conseils à nos étudiants dans une période un peu particulière de leur histoire et à vrai dire de la nôtre aussi. Alors, la semaine dernière, Frédéric, on avait évoqué avec votre collègue les conseils pour réussir les épreuves de langue vivante. Aujourd'hui, on va passer à l'épreuve d'histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain. Donc, peut-être la première question que j'ai envie de vous poser, c'est une épreuve assez importante en termes de coefficients, c'est une dissertation. Est-ce que vous pourriez nous rappeler brièvement les règles de cet exercice, ce qui peut être valorisé et ce qui au contraire peut être pénalisé? Bien sûr, vous avez raison, je crois qu'il faut commencer par ça, c'est une dissertation. Vous savez qu'au concours, il y a deux épreuves, il y a deux matières qui donnent lieu à une dissertation, la philosophie d'une part, la culture générale, et puis d'autre part, donc l'histoire, géographie, géopolitique. Pour les ECS, en ECE, il y a une dissertation d'économie également. Alors ce sont des épreuves un peu techniques, bien sûr, et vous savez que ces épreuves, eh bien, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont en quelque sorte un peu canoniques. Qu'est-ce qu'on attend dans une dissertation? Qu'est-ce qui est valorisé? On attend une bonne introduction, une introduction d'une page ou un peu plus, à l'ESCP, une page en général, à l'épreuve ESSEC, une page un peu plus, et éventuellement une dizaine de lignes supplémentaires. Et cette introduction est le moment le plus important de la dissertation. L'introduction doit définir les termes du sujet, de quoi on parle, pour réussir à proposer une problématique, c'est-à-dire une question, la question sur laquelle porte le sujet. Il faut bien considérer, je suis jury de concours depuis des années, que les correcteurs se font une idée assez nette de la dissertation à la lecture de l'introduction, puisque l'on voit des choses aussi différentes que la graphie, est-ce que la copie est bien écrite, le style, la maîtrise de la langue, la maîtrise des outils, des concepts, et la capacité évidemment à poser une question, ce qu'on fait sans cesse dans la vie, bien sûr, lorsqu'on assemble des notions, on problématise en quelque sorte. Et puis ensuite, évidemment, à la fin de la présentation du sujet qui définit les termes, c'est la première phase de l'introduction, on définit les termes. La définition des termes amène à poser une problématique, et afin de résoudre cette problématique, en fin d'introduction, le candidat doit annoncer son plan. Si bien, encore une fois, qu'on a une idée assez nette, en quelque sorte, de la qualité de la dissertation dès la fin de l'introduction. C'est une étape c'est peut-être la seule d'ailleurs qu'on peut rédiger au brouillon, afin qu'elle soit parfaitement claire, lisible, et qu'elle donne qu'elle fasse une forme de captatio benevolentiae, comme on dit en latin, qu'elle capte la bienveillance du correcteur. Les étudiants, ils sont en pleine période de préparation, de révision. Est-ce qu'il y a un moyen de préparer efficacement cette épreuve? Oui, alors évidemment, il y a des trucs en quelque sorte. Moi, je recommande toujours aux étudiants, disons, de travailler très régulièrement, notamment de revoir des plans tous les jours, les plans de leurs cours. Il est évident qu'on ne peut pas être sportif de haut niveau en s'entraînant 10 heures, un jour par semaine, mais il vaut mieux le faire très régulièrement. Alors, comme c'est une épreuve qui demande beaucoup de mémorisation, on l'imagine, il y a énormément de données à maîtriser, à connaître, je pense qu'il faut tous les jours revoir un chapitre, par exemple, notamment en renvoyant le plan, afin d'avoir la claire lisibilité, disons, des idées fortes, puisque les professeurs, lorsqu'ils font un cours, ils rédigent leur plan de telle sorte à mettre les idées clés, évidemment, dans les titres. Et donc, ce qui importe, c'est de bien apprendre le déroulement d'un cours à travers son plan et les titres qui comportent donc les idées clés majeures qui permettront au candidat ensuite d'élaborer un plan lui-même de dissertation. Donc, un travail quotidien de révision des chapitres vus durant les 2 ans. Là, aujourd'hui, on est à quelques semaines des épreuves. Sur quoi est-ce qu'il faut axer ces révisions? Est-ce qu'il faut encore faire des fiches? Est-ce qu'il faut s'entraîner en faisant des annales un petit peu comme le jour des épreuves? Est-ce qu'il faut faire autre chose? Quel est le meilleur moyen de s'entraîner là actuellement? Oui, alors évidemment, ça c'est une question, je pense que tous les candidats se posent. On est maintenant à peu près à 4 semaines
Écoutez, je crois qu'il faut regarder les choses de la manière suivante. Lorsque nous avons lâché les étudiants, en quelque sorte en mars, on était à 2 semaines près, au moment où ils devaient partir en révision. On peut donc dire quasiment que leur programme était fini. Ce qui veut dire au fond que depuis le confinement, normalement, le programme est presque fini. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas ajouter des choses à l'existant. Nos étudiants sont entrés en confinement, les étudiants qui passent le concours, avec 90, 95, voire 100% des connaissances disponibles. Donc, inutile de faire des fiches supplémentaires. Il faut, au contraire, consolider l'acquis. Ça, c'est très important car lorsqu'on passe un concours, on le sait tous, on a toujours l'impression de ne pas être prêt. On laisserait 6 mois supplémentaires, on aurait toujours l'impression de ne pas être prêt car en quelque sorte, l'impression est réelle, on ne peut jamais être prêt à tout. Il faut au contraire se dire, mes profs m'ont bien préparé, j'ai un volume de connaissances suffisant. Ce volume, plutôt que de l'étendre par de nouvelles fiches, de nouvelles lectures, de nouveaux articles, il faut que je le consolide. Donc, il faut plutôt bien réviser l'acquis, bien réviser ses cours, les dissertations faites avec le professeur, et éventuellement des dissertations qui existent dans des manuels, ou relire les rapports de jury, car les rapports de jury qui sont tous en ligne, le rapport du jury ECRICOM, le rapport du jury ESSEC, le rapport du jury ESCP, on prend des 3, et le rapport de jury de l'an dernier, Grenoble, il y a 4 épreuves maintenant en géopolitique, eh bien, ces rapports donnent de précieuses informations sur ce qu'attend le jury. Car n'oublions jamais qu'il est humain pour un étudiant de se dire « j'ai pu parler de ce que je voulais », mais il faut qu'il ait en tête que ce n'est pas lui qui s'attribue une note, c'est le jury. Il faut donc répondre aux attentes du jury qui donne de précieux conseils dans ses rapports tous les ans. Je reviens donc sur l'essentiel, ne pas ajouter de connaissances supplémentaires, à moins que l'étudiant ait l'impression d'avoir un trou béant, mais à moins de cette impression, consolider l'acquis, bien relire ses plans de chapitre pour maîtriser, encore une fois, l'organisation des idées, et puis lire les derniers rapports de jury, afin de mieux comprendre les attentes, en quelque sorte, de chaque jury en fonction des exercices posés. On dit souvent que pour cette épreuve, il est important, voire très important, de suivre l'actualité. L'actualité est dense en ce moment. Est-ce qu'ils doivent la suivre? Et si oui, comment est-ce qu'ils doivent la suivre? Alors écoutez, Wally, je serai plus réservé pour cette année, dans la mesure où il n'y aura pas d'oraux. Alors évidemment, il y a l'oral de géopolitique à HEC, mais on sait que dans tous les oraux de personnalité, il faut avoir suivi l'actualité, bien sûr, pour montrer son appétence, sa capacité à analyser des actualités variées, montrer de la curiosité intellectuelle. Cette année est complètement exceptionnelle, on le sait tous, je suis désolé de rappeler cette banalité, évidemment parce qu'il n'y aura pas d'oraux. Aussi, c'est un cas très particulier, mais je pense qu'un peu moins que les années passées, le suivi de l'actualité est nécessaire. Il faut vraiment se mettre dans l'idée que l'écrit nécessite plutôt une consolidation de ce qui est fait, plutôt qu'une capacité à envisager l'actualité. En outre, deuxième raison pour laquelle l'actualité peut être moins nécessaire, l'actualité depuis 3 mois, c'est Covid. Et je pense qu'il serait très grave, très embêtant pour très embêtant pour le jury, et puis peut-être redondant évidemment, de voir une dissertation sur 2 commencer par une actualité sur le Covid, si vous voulez. Je pense qu'il faudra éviter au contraire la suractualité. N'oublions pas que le premier mot de cette discipline, c'est l'histoire, pour être capable de réinsérer la question posée lors du concours dans l'histoire longue, lui donner de la perspective et de la hauteur, plutôt que de se focaliser évidemment sur l'actualité virale. Voilà, donc encore une fois, moi je pense que ce qui est important, c'est les connaissances acquises. L'actu est moins nécessaire cette année. Il y a une autre question qui se pose régulièrement avec cette épreuve de géopolitique, c'est celle des sujets probables, un petit peu comme au bac. Est-ce que l'on va avoir cette année des sujets globaux ou des sujets régionaux? Comme tous les professeurs, vous l'imaginez, si vous me posez la question, c'est que vous l'imaginez, on fait des pronostics. Or, dans les dernières années, nous avons été en quelque sorte déjoués, puisque, bon, ici je m'adresse aux étudiants qui ont dû suivre évidemment l'actualité des sujets. Il se trouve qu'un thème, pour ne pas le nommer la construction européenne, est tombé dans les dernières années 3 fois. Il est tombé en 2016, il est tombé à l'ESSEC, il est tombé en 2017
à ESCP et il est retombé en 2018 à ESSEC. Et de fait, si vous voulez, c'est un précédent. Ça n'était jamais arrivé. Mais ça montre aux candidats et aux préparateurs, aux professeurs, hein, bien sûr, que contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, un thème ici régional, hein, l'Union européenne, eh bien, est tombé consécutivement 3 fois de suite, si vous voulez, ce qui évidemment a déjoué tous les pronostics. De fait, je me garderais bien de faire des pronostics pour savoir si un sujet global, par exemple, je ne sais pas, alors l'an dernier, c'est ce qui est tombé, par exemple, l'an dernier à ESCP, le sujet portait sur les matières premières dans les stratégies de puissance des États, donc on avait un sujet évidemment à portée tout à fait globale. Est-ce qu'un sujet global ou au contraire un sujet régional, type l'Europe, le Moyen-Orient, pourrait tomber? Donc, je ne ferai pas de pronostic. En revanche, ce que je peux vous dire, et ce qui me semble plus important pour les candidats, c'est qu'on le sait, en géopolitique, on a une matière globale. Tout sujet global, les matières premières, s'incarnent dans des dimensions régionales. Les matières premières au Moyen-Orient sont fondamentales. La demande de matières premières, par exemple, en Asie est fondamentale, puisqu'on sait qu'il y en a peu dans le sous-sol, etc., etc. Donc, tout sujet global doit s'enraciner dans des exemples régionaux. Et ça, c'est très important dans les paragraphes de dissertation, d'être capable d'articuler la dimension globale et la dimension régionale, voire locale. Et inversement, évidemment, tout sujet régional se nourrit de dimension globale. Je donne un exemple d'un sujet qui est tombé il y a 3 ans à ESCP, en 2017. L'Union européenne face aux effets déstabilisateurs de la mondialisation, c'était bien un sujet qui articulait l'Union européenne, dimension régionale, la mondialisation, dimension globale. Donc, cette séparation, elle existe, bien sûr, entre le régional et le global, mais dans la réalité des sujets, la compétence, la capacité qu'a un candidat à articuler une dimension globale et une dimension régionale sont des compétences que l'on valorise dans ce outil. Un dernier petit conseil pour la route, pour les étudiants qui sont en train de préparer leur concours? Alors un conseil qui ne sera pas un conseil de géopolitique, qui est un conseil un petit peu psychologique. On est dans une année tout à fait particulière, et évidemment pas seulement pour les prépas. On pense évidemment au stress qui a pu générer la crise dans tous les domaines. Je pense évidemment aux conséquences économiques qui vont suivre. Il est important d'insérer ce que l'on vit dans un tissu plus large. C'est une année dans laquelle, je pense, on va sélectionner les candidats. Il n'y a pas d'euro, c'est vrai, mais on va sélectionner peut-être les candidats plus que d'habitude sur leur solidité. Car lorsque vous préparez une course de vitesse en 6 mois et qu'elle se transforme en un semi-marathon parce que vous avez soudain 2 mois de plus, 2 mois de plus à la maison, avec des doutes, des moments où on arrive à travailler, des moments où on est plus dispersé, des interrogations sur le lieu où l'on va passer le concours, sur les conditions dans lesquelles on va passer le concours, il est évident qu'il va falloir faire preuve de sang-froid. Donc ce que je dis aux candidats, c'est de dormir, de travailler régulièrement tous les jours, mais pas 10 heures par jour. Ils vont s'épuiser car les 2 années on fatigue, bien sûr. Ils vont s'épuiser. Il importe d'être à peu près en forme, c'est-à-dire de bien dormir, de se ménager des pauses. Et ce sera, en quelque sorte, ce sera le mot de la fin pour moi, mais le meilleur des entraînements pour la vie qui vient, puisque vous savez que dans le monde professionnel, on alterne des périodes plus calmes et des périodes extrêmement intenses, et le sang-froid est une qualité importante, je pense. Et ils vont en quelque sorte bien s'y préparer dès cette année. Merci beaucoup Frédéric pour ce mot de la fin, merci pour votre présence. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain épisode de notre rendez-vous des prépas. D'ici là, portez-vous bien et surtout, révisez bien. Salut!